Bon, et avec notre ami Benjamin à la régie. Bonjour à vous tous, chers amis et chers auditeurs. Et donc, nous prenons maintenant une autre question, celle du corps politique. Alors, on peut commencer, si vous le voulez bien, par un peu de philologie, c'est-à-dire, au fond, le corps. Eh bien, quand on regarde le littré, on voit que le corps, n'est-ce pas, c'est lié à la matière tout de suite. Et on trouve la définition du corps politique beaucoup plus loin. Je crois que c'est la 15e occurrence dans le littré, ou dans le Gaffio, si on regarde en latin. Corpus, c'est la même chose, c'est le corps matériel. Et le corps politique, ça vient beaucoup plus loin en 5e position. Et alors, qu'est-ce qui est ajouté? Eh bien, c'est qu'il y a un corps politique quand il y a une réunion, quand il y a un ensemble, n'est-ce pas, quelque chose, un ensemble. D'ailleurs, cette idée a été gardée quand on utilise le terme d'un corpus de texte. Ça veut dire en français un ensemble de textes. Et c'est une vieille idée, évidemment, cette idée du corps politique qu'on trouve déjà chez Cicéron. Et nous commençons donc pour définir et réfléchir au corps politique par deux textes, un texte classique, un texte de Hobbes, et un texte contemporain, un texte de Kantorowicz. On commence par Hobbes et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Le corps politique, Thomas Hobbes, le corps politique, le consentement par lequel s'entend l'union de plusieurs volontés tendant à une même fin ne suffit pas pour donner des précautions certaines qu'on aura une paix commune si l'on n'établit pas quelque puissance supérieure et générale. Cela ne peut se faire que par l'union, laquelle consiste en ce qu'un chacun soumette sa volonté propre à celle d'un autre ou d'un certain nombre de personnes. C'est ce qu'on appelle un conseil. Car ce qui définit le conseil, une assemblée de plusieurs personnes qui délibèrent de quelque chose qu'il faut faire pour le bien commun. L'union consiste principalement en cela, que chacun s'oblige par un contrat express et promet à un homme ou à une assemblée établie par le commun consentement de tout faire ce que cet homme ou cette assemblée lui commanderont ou qu'ils défendront. L'union fait de la force, c'est ce qu'on appelle un corps politique ou une société civile, c'est-à-dire une cité ou une ville, laquelle on peut définir une multitude de personnes qui font néanmoins qu'une assemblée établie par un pouvoir et consentement commun pour le bien public, pour la paix et la défense commune. Dans toute ville, dans tout corps politique non subordonné, mais indépendant, la puissance commune doit porter le titre de souverain, et la puissance est une puissance souveraine, laquelle consiste dans la force et pouvoir dont chaque membre s'est dépouillé en contractant pour lui en faire le transport. C'est pour cela que chaque membre du corps politique est appelé sujet à la puissance du souverain. La cause, en général, qui fait qu'une personne se range sous la puissance d'une autre est la crainte mutuelle de ne pouvoir pas, sans cela, se conserver longtemps. Merci, cher Alexis. Donc, alors, au fond, ce corps politique, l'extrait là est tiré des éléments du droit, les Elements of Law, qui est un des textes contemporains de tous les grands textes politiques que Hobbes a écrit. Vous savez que Hobbes, c'est ce grand penseur politique anglais qui a été contemporain de la première révolution anglaise, n'est-ce pas, et de la décapitation de Charles Ier, grand philosophe. Donc, autour des années 1650, paraissent ce texte, le corps politique, du citoyen et le Léviathan. Et il y a là une première esquisse, au fond, de son idée du corps politique. Alors, au fond, comment le définit-il? Eh bien, il le définit par l'union, premier point, l'union de plusieurs volontés. Deuxièmement, par un moyen qui est le consentement et le contrat. Et troisièmement, par l'institution d'une puissance souveraine par laquelle chacun remet ses droits naturels, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de sa puissance, à cette puissance souveraine qui va prendre la forme, dans le Léviathan, au fond, de ce que nous appellerions un État. Ça, c'est le schéma, au fond, du corps politique classique, qui fait passer de l'état de nature où les hommes sont des loups les uns avec les autres, où règne la multitude, à l'état civil, où il y aura des citoyens et des sujets de la puissance souveraine, et c'est-à-dire dans un état de droit qui est un état de paix. Et Hobbes nous explique également qu'au fond, le mobile et le motif du corps politique, c'est de conserver sa vie. C'est-à-dire, non seulement la fin, c'est la paix, mais c'est de rester en vie, puisque dans l'état de nature, la vie est incertaine, fragile et brève. Bref,
ce schéma, cette définition du corps politique, c'est un canon, en quelque sorte, de tout le droit politique classique, de Bodin à Rousseau, en passant par Spinoza, Locke, Grotius. Toute l'école de philosophie politique classique, du droit de la nature et les genres, reprend, au fond, cette idée du corps politique. Et elle se retrouve, d'ailleurs, ce modèle du corps politique va se retrouver, c'est-à-dire du droit politique républicain, va se retrouver dans les déclarations des droits du XVIIIe siècle, même si celle-ci augmente évidemment la liste des droits, puisque le seul droit de l'homme qui subsiste chez Hobbes, c'est le droit à la sûreté, mais Spinoza ajoutera la liberté de conscience, Locke le droit de propriété, les philosophes des Lumières la recherche du bonheur. Néanmoins, eh bien, ces trois idées restent tout à fait centrales. Pour qu'une société soit légitime, il faut qu'elle soit consentie, première idée. Deuxième idée, l'autorité de l'État souverain s'exerce par la loi, et il y a donc une opposition frontale entre la République et le despotisme, on dit aussi l'Empire. Et troisième idée, eh bien, le transfert des droits à l'État a pour contrepartie la garantie par ce même État des droits individuels. Et alors, ça, c'est au fond la conception propre à Spinoza et disons, à l'âge classique. Changement du tout au tout avec Kantorowicz. On a lu Kantorowicz, oui, avec Kantorowicz, puisque... non, on l'a pas lu, je crois pas. Non, on l'a pas lu. On va le lire maintenant, mais c'est pas un problème. Maintenant, on lit. Bon, alors, lisez Kantorowicz. Ernst Kantorowicz, Le corps politique comme corps mystique, extrait des Deux corps du roi. King's Two Bodies. Le nouveau halo commença à entourer l'État séculier et national naissant, quand l'État revendiqua pour ses institutions une permanence et une perpétuité qui n'avaient jusque-là été attribuées qu'à l'Église, et pour le droit romain, à l'Empire romain. Imperium semper est. L'État souverain réussit à sacraliser son essence et s'appropria l'éternité de l'Empire romain, tandis que le roi devenait empereur en son royaume. Mais cette sacralisation des institutions et des services d'État serait restée incomplète si ce nouvel État n'avait pas lui-même été considéré comme un équivalent à l'Église, sous ses aspects corporels, en tant que corpus mysticum. Il est impossible de séparer fortement de l'idée de royauté fondée sur la politeia ou celle de l'État en tant que corpus morale, politicum mythicum, une autre notion. Le royaume en tant que patrie devient l'objet d'un attachement politique et religieux, extrait de Mourir pour la patrie. On peut considérer que cette étude comme une tentative pour comprendre certains axiomes d'une théologie politique qui allait mutatis mutandis demeurer en vigueur jusqu'au XXe siècle et qui commencèrent à se développer dans la seconde partie du Moyen-Âge. C'est l'origine de l'effroyable expérience de notre époque, durant laquelle des nations entières, les plus grandes comme les plus petites, sont devenues la proie des dogmes les plus étranges et où les théologies politiques sont devenues de véritables obsessions. Merci beaucoup, cher Alexis. Et en effet, n'est-ce pas, avec Kantorowicz, nous changeons entièrement d'époque et d'idées, car la Révolution est passée par là, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus à l'époque classique, nous sommes maintenant à l'époque contemporaine. Et la Révolution française, d'ailleurs, apportée en Allemagne par les armes de Napoléon. Et on voit surgir, au fond, de nouvelles questions. D'abord, la question de l'histoire, n'est-ce pas, du corps politique et de l'État. D'où vient-il, quel est-il? Ensuite, une division qui est vraiment très frappante entre les écoles historiques anglo-françaises et l'école allemande. Et enfin, troisièmement, et là c'est évidemment au XXe siècle, le souci d'expliquer les grandes catastrophes politiques du XXe siècle, ce qu'on appelle les États totalitaires ou le nazisme et le stalinisme. Bref, cette réflexion, au fond, a conduit en France et en Angleterre et aux États-Unis, n'est-ce pas, évidemment, à réfléchir sur le droit politique, mais dans l'école historiographique allemande, eh bien, a un autre chemin, je parle de celle du XIXe siècle, c'est d'expliquer les origines de l'État moderne à partir seulement de l'Empire, en laissant de côté, au fond, l'histoire des républiques. Alors,
que peut-on retenir en effet de ce texte de Kantorowicz? Un mot sur Kantorowicz. Ernst Kantorowicz, c'est un grand historien allemand qui a fait toute sa formation dans l'Allemagne wilhelminienne, dans l'Allemagne de Weimar. Il était du côté de la révolution conservatrice. Il a même été acclamé par les nazis quand il a publié Frédéric II, qui était le livre de chevet, n'est-ce pas, de toute la nomenclatura nazie. Mais comme juif, il a dû évidemment faire ses bagages et partir aux États-Unis quand le régime nazi s'est véritablement institué. Et là, il a évidemment réfléchi longuement et il a écrit un certain nombre de textes, dont un livre au fond, qui a eu un grand retentissement ici, qui s'appelle, n'est-ce pas, Les deux corps du roi. Alors que le texte que nous avons pris est issu de Mourir pour la patrie des deux corps du roi. Que nous dit-il? Eh bien, 3 choses. Premièrement, que l'histoire politique de l'État moderne en Europe est elle est unifiée. Elle ne dérive pas, n'est-ce pas, de l'histoire des républiques monarchiques, la France et l'Angleterre, mais seulement de l'empire, du Saint-Empire romain germanique. C'est la phrase tellement importante, Imperium semper est. Et il n'y a donc pour Kantorowicz qu'un seul type de régime politique, qu'un seul type d'État, l'empire, et n'est pas la République. Deuxième idée, plus profondément, cet empire, à partir du moment où il devient nationaliste, et c'est vrai qu'il y a une dérive nationaliste des empires, il était bien là pour la voir, s'est approprié, selon lui, tout ou partie de la théologie et de la christologie médiévale. Et deuxième grande différence avec la philosophie politique classique, parce que dans la philosophie politique classique, tout le monde le sait, il y a une réflexion théologico-politique très importante, par exemple chez Spinoza, mais chez tous, n'est-ce pas? Chez Hobbes, il y a l'idée que que le canon, n'est-ce pas, du pacte, par exemple, eh bien, tire son origine du pacte biblique, les pactes d'Abraham et de Moïse, et plus encore, au fond, les droits humains tirent leur origine des évangiles. Aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, pour Kantorowicz, la théologie politique sur laquelle il s'appuie n'est pas du tout celle des Écritures, mais celle au fond de la christologie, et surtout d'une christologie empruntée au modèle impérial du César-Christ. Vous savez, c'est dans la lutte du sacerdoce et de l'Empire, eh bien, les empereurs se présentaient comme des rédempteurs, des César-Christ, et donc estimaient qu'il fallait les traiter comme des dieux vivants. Ils étaient divinisés comme l'avait été l'empereur romain. Et là, d'ailleurs, on peut dire que tout de suite, il y a une limite à l'extension que fait immédiatement Kantorowicz de cette théologie au sacre des rois anglais ou des rois français. Car les rois anglais comme les rois français étaient bien sacrés. Pensons par exemple à la reine d'Angleterre, elle a été sacrée, mais donc ce sacre lui donnait une fonction de prêtre, une fonction ministérielle, disait-on sous l'Ancien Régime, mais pas, n'est-ce pas, de Christ, pas de rédempteur. Elle ne prend pas la place du Christ. Et enfin, troisièmement, eh bien, pour Kantorowicz, et là c'est évidemment en opposition avec des lectures enthousiastes, eh bien, cette christologie qui a été annexée par le droit impérial, et la philosophie politique impériale, eh bien, au fond, c'est une très mauvaise chose. Et pour lui, ça condamne toute l'histoire de l'État en Europe, qui a abouti aux catastrophes. Et c'est une explication pour lui des catastrophes qui sont arrivées au XXe siècle. Donc, vous voyez, il y a une opposition, au fond, très importante entre cette conception et la conception que nous avons vue du corps politique. De là, les questions que je voudrais vous poser. Première question, est-ce que la conception, au fond, du corps politique classique peut avoir encore une actualité, cher Alexandre? Et deuxième question, eh bien, que pensez-vous, si vous voulez, parce que, alors, du débat, cette deuxième question, parce que ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les idées de Kantorowicz, qui ont d'abord été saluées, si vous voulez, qui reprennent au fond des idées qu'on trouve chez Carl Schmitt, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de république, il n'y a que des empires, que l'État a toujours une forme impériale, non seulement
ont été repris par l'extrême droite allemande avant la guerre, mais on les retrouve aujourd'hui chez un certain nombre de théoriciens d'extrême gauche pour lesquels il n'y a pas d'état de droit, il n'y a que des empires. Alors voilà, je voudrais que vous nous répondiez à ces questions. Alexandre, je commence par vous. Peut-être pour commencer par la tératologie, l'étude des monstres du XXe siècle, faut-il tout simplement revenir à l'expérience allemande qui est la plus importante. En effet, l'esprit de décision et l'esprit finalement de prudence, aussi bien d'Ernst Kantorowicz que de Fritz Lang, les a conduits finalement à ne pas croire aux promesses de leurs... Juifs allemands, vous voulez dire deux juifs allemands. Deux juifs allemands, bien sûr. Oui. Pas comme vraiment tout à fait croire aux promesses de leur admirateur commun et proclamé, qui était Goebbels, lequel lui-même d'ailleurs avait épousé une femme qui au départ avait songé à se convertir au judaïsme. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils avaient bien fait, parce que c'était bien de prendre quand même la distance de l'océan Atlantique entre les expérimentations douteuses de l'Allemagne du Troisième Reich et puis eux-mêmes. Mais alors, du coup, évidemment, ils ont été amenés à faire un certain nombre d'acrobaties diverses, soit en se désavouant eux-mêmes, ça a été plutôt le cas de Fritz Lang, soit en désavouant autre chose, ça a été plutôt le cas de Kantorowicz. Mais l'un comme l'autre, dans la quiétude américaine, qui quand même, malgré le racisme et malgré beaucoup de choses qui aux États-Unis ne fonctionnaient pas formidablement, était tout de même un havre et une protection. Alors, en ce qui concerne le second, qui m'intéresse beaucoup, parce que la seconde question, je m'en remets sur Kantorowicz, exactement ce que disait mon oncle, qui les avait bien connus et qui les connaissait bien déjà, et qui, lui, avait trouvé refuge en Australie. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, das waren die mitmachen wollten. Il y en avait beaucoup de ces juifs qui auraient bien aimé faire partie. Ils auraient bien aimé être inclus dans tout ça. Et puis ça n'a pas marché. Et donc, c'est exactement comme ça qu'il pensait. Il pensait qu'en Kantorowicz, dont il avait connu aussi les écrits et qu'il méprisait, oui. Et donc, l'oncle Willy me disait ça, oui, il y en avait beaucoup qui auraient bien aimé faire partie. Alors, le problème de Kantorowicz, qui est un homme extrêmement en retort, c'est qu'il a senti que le climat macartiste ne lui était pas favorable. Oui. D'abord, il aimait la liberté de penser. Il avait le droit d'être nazi, après tout. Oui. Et donc, en fait... il a été contre le macartisme. Mais alors, il a été aussi contre... Mais bien entendu, ce n'était pas important, parce qu'il ne rassemblait personne là-dessus. Vous savez, j'étais nazi, j'ai le droit. Non. Il a dit, vous savez qu'on veut persécuter les gens qui étaient communistes. Ah, ça, il y en avait beaucoup aux États-Unis. Et donc, il a été... Et c'est comme ça qu'il est passé pour un esprit libre. Il était professeur d'université, qui combattait, mais vous allez me laisser terminer peut-être, qui donc défendait la liberté de penser contre la guerre froide. Ça lui a fait un service énorme. Oui. Et ça a mobilisé pour lui énormément de gens. On n'a pas compris exactement ce qu'il voulait défendre. Bon, merci beaucoup Alexandre. Là, vous l'avez fort bien expliqué. Alors je me tourne quand même vers notre ami François pour lui demander comment il peut comprendre à son tour qu'en dehors du corps politique et des thèses de Kantorowicz, il y a eu un mouvement tellement important pour saluer, n'est-ce pas, la conception kantorowiczienne. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Je comprends très bien l'opposition de deux explications de la puissance des corps artificiels, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les corps politiques sont donc des corps artificiels. C'est pas mon corps, hein, d'accord. Donc il y en a un. À l'époque classique, on estime qu'un pacte cimente, soude le corps et donc le constitue en corps. Et Kantorowicz dit que ce pacte n'est pas la véritable explication. Mais au fond de ces deux interprétations, il y a quelque chose qui est réellement énigmatique. C'est comment peut-on constituer des corps artificiellement qui se mettent à s'animer comme le sont les corps vivants
et à fonctionner, si je puis dire. Parce que quand on dit fonctionner, ça veut dire que les organes fonctionnent et qu'ils sont au service d'une certaine unité de ce corps. Donc une nation, fondée sur une nation républicaine, mais aussi bien une autre. Et par une opération chirurgicale simple, c'est-à-dire qu'on découpe du corps qu'on représente l'ensemble, par exemple, des citoyens allemands qui existaient, tous ceux qui sont juifs ou demi-juifs, les Mischling, etc. Et à ce moment-là, on parle de la pathologie le corps est sain, il y a une opération chirurgicale nécessaire. J'ai bien compris. Il n'empêche que tout corps, parce qu'après tout, on parle aussi de corps d'armée, on parle du corps enseignant, on parle mais là, on parle du corps politique. Alors, d'accord, concentrez-vous sur le corps politique. Le corps politique est un corps artificiel. Donc, je me contente d'indiquer que la réflexion sur le corps politique doit être une réflexion sur ce qui fait la fonctionnalité, si je puis dire, le caractère opératoire d'un corps qui pourtant demeure artificiel. Mais, écoutez, je vais vous répondre tout de suite. Il y a deux voies. Il y a le droit, n'est-ce pas? Il fonctionne par le droit, l'observance de la loi et le consentement, les libertés. Et il y a une autre réponse, qui est la réponse kantorowiczienne. Il fonctionne par la loi, par la force, n'est-ce pas? On le sait d'autant plus qu'aujourd'hui, on a affaire à une Russie poutinienne qui fonctionne dans le mépris total à la fois des droits humains d'une façon générale, de tout ce qui peut être universel. Par le rapport. Mais le rapport de force, oui, c'est-à-dire en fait par l'intermédiaire du parti, parce que c'est quand même ça le fond de l'affaire, aussi bien chez les nazis que dans la Russie stalinienne dont hérite Poutine. Comme le parti est un organe tout-puissant, il se substitue à tous ces organes intermédiaires que la démocratie a essayé d'instituer précisément pour éviter... Mais il n'y a plus de parti, maintenant c'est le KGB. C'est en fait les anciens qui sont passés par le KGB. D'accord. Oui, mais le KGB lui-même est divisé. C'est pour ça que ça ne marche pas sans Poutine. Un mot à notre ami. Alors un mot, qu'est-ce que vous en pensez, docteur David? Écoutez, je pense que si vous voulez... Est-ce que vous accepteriez de répondre à la question que tout le monde élude là? Comment expliquez-vous la diffusion extraordinaire des idées de Kantorowicz? Oui, Kantorowicz était à la grande mode, et chez les psychanalystes aussi, souvent, elle est à la grande mode. Alors pourquoi est-ce que ça se diffuse? Ça se diffuse parce que, au fond... dans le milieu, par exemple, lacanien, le père, la question, au fond, de la castration a une exception. Une exception, c'est-à-dire que tout le monde est obligé d'accepter qu'on est relativement coupé quelque part de son origine et que l'autre vous redonne une part de vous-même, une part de votre identité, mais qu'il y a à ça une exception, et que cette exception, c'est le Père Tout-Puissant. Donc Freud a montré que les hommes s'étaient liés pour abattre le père de la Horde. Ça, c'est l'idée freudienne. Mais il faut bien dire que il y a un danger, et peut-être que c'est un danger, au fond, assez... le père divinisé. Il y a un danger de se mettre à la place de cette exception dans le transfert analytique. Donc c'est peut-être pour ça que d'une certaine façon, il y a cette tentation de Kantorowicz, mais je pense qu'il y a une autre raison qu'on essayera d'expliciter plus dans un colloque qu'on fera ensemble bientôt, qui est la question du rapport entre, au fond, le mystère du réel, ce qu'on peut appeler comme ça, et le pouvoir. C'est ça qui est en fait à comprendre et à discuter. Et on aura pas mal de travail pour penser cette chose-là. Alors, et Alexandre, comment vous expliqueriez comment, au fond, ce succès très antinomique de notre propre tradition des idées de Kantorowicz en France? Comment vous l'expliquez? D'abord, parce que c'était un homme érudit qui avait beaucoup réfléchi. Deuxièmement, parce qu'il était extrêmement pervers et qu'il avait compris que l'attaque contre la liberté de conscience qui a été menée par les États-Unis à paroxysme de la guerre froide lorsqu'ils ont compris que l'espionnage soviétique s'était emparé de l'essentiel des secrets militaires américains, notamment de la bombe atomique, et qu'il n'y avait donc plus de
de monopole nucléaire américain, à cause justement des agents soviétiques, a déclenché une véritable la chasse aux sorcières. Et à partir de là, le génie de Kantorowicz a été de comprendre que cette chasse aux sorcières était en train de le sauver. C'est-à-dire qu'il avait toujours quand même à répondre de son attitude. Non, mais vous suivez le fil de la biographie de Kantorowicz, mais vous ne répondez pas pourquoi sur la France elle-même. Pourquoi en France On suit en France ce qui se passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, eh bien, il y a un renversement, une Umwälzung de toutes les valeurs que l'on avait avant. On était pour l'égalité raciale. Maintenant, on est pour la discrimination raciale au profit des victimes. Oui. Alors, on invente quelles sont ces victimes, etc. On était pour l'humanisme, on est maintenant pour l'anti-humanisme, c'est-à-dire pour la victoire, disons, d'une espèce de revanche sadique des femmes opprimées qui ont été violées, etc., dont on a nié, etc., mais aussi des Noirs, mais aussi des minorités raciales qu'on n'a jamais tenues, Black Lives Matter, etc. Eh bien, donc, peut-être que l'idée Black Lives, whatever they are, matter, quelles que soient les vies, elles sont sacrées, c'est peut-être mieux que Black Lives Matter. Et bien ça, c'est précisément ce qui est en train de se passer. Et bien entendu, la France étant une province de l'Amérique, on reçoit ça. Merci, vous avez le mot de la fin. Je vous remercie.